Qui parmi vous a déjà fait du Python? Qui n'a jamais fait de Python? Qui s'en fout de Python? Non, mais allez-y, c'est intéressant. Ok. Je me permets juste, qui est développeur dans la salle? Ou développeuse? Développeurs, ouais. Ok, il y a des graphistes, il y a le reste, c'est ça? Qui n'est pas développeur? Qui se dénonce? Et vous faites quoi en fait? Je suis prof, bien sûr. Ouais, je sais pas faire, donc j'enseigne. Toi, tu fais quoi? Ok. Et on avait un troisième profil là-haut, ouais. T'es étudiant, c'est ça? Ici. Ok. Ok, donc JavaScript et Python. En fait, il y a 2 semaines, je savais toujours pas ce qu'on allait dire à cette conf. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi une formation sur complètement autre chose. Il y avait un peu de JavaScript quand même. Et ça m'a donné envie d'en apprendre un peu plus sur JavaScript. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir bien tester pour faire des nouvelles applications. Donc voilà, ça c'est, on va un peu vous montrer le fruit de 2 semaines de tests et d'expérimentation. Ici, vous avez une URL qui permet d'aller sur le dépôt, parce que montrer du code, c'est un peu fastidieux, on va le faire, mais des fois, c'est mieux de l'avoir dans son éditeur et de pouvoir hacker pendant la conf. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie, pendant la conf, de regarder les exemples en détail, de modifier certaines choses par vous-même, etc. Ça peut être marrant. Si vous voulez faire une pull request pendant la conf, ça sera magique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à annoncer? Ouais, le fait que là je vous trouve un peu passif depuis 2 jours, donc on va essayer un peu de vous réveiller et de vous faire participer. Le lieu s'y prête pas trop, mais si vous êtes ok et si vous n'êtes pas encore trop endormi, ça devrait aller. Ce qu'on voulait vous proposer, donc on a juste 2 slides et beaucoup de code. Alors juste une chose, je sais pas si on va laisser les questions à la fin. On a plusieurs trucs à présenter. Par contre, si vous avez des questions au fur et à mesure, levez les 2 bras, les 3 bras, prenez ceux de votre voisin, faites-nous signe. On coupe, on y va, on interrompt et on répond aux questions, quoi. Ça sera peut-être plus simple, comme il y a plusieurs sujets, de les faire au fur et à mesure. Ok. Donc si vous allez sur le dépôt, il y en a combien qui ont des machines et qui vont regarder le dépôt pendant la session? Non? Ok. Pas grand monde finalement. Bon, on va essayer d'être clair. Vous y voyez à peu près? Ouais. Donc, si vous voyez dans la colonne de gauche, il y a tous les exemples qu'on a commencé à tester. Alors, oubliez le premier, on le traitera le moment venu. Donc, il y a la possibilité de tester Django et React. React, c'est un framework qui a été sorti par Facebook assez récemment. Il y a la possibilité de tester Node et Brython. Je ne vous dis pas ce que c'est Brython, mais vous verrez si vous voulez choisir ça. Il y a RapidScript, qui est un convertisseur de Python en JavaScript et qui fait du code JavaScript assez propre. Qu'on a découvert hier. Qu'on a découvert hier. Il existe depuis 2 semaines en fait. Il y a Tornado et Polymer. Donc Polymer, c'est quelque chose qui a également été sorti par Google comme Angular ou Dart et qui permet d'utiliser des web components dans les navigateurs actuels. Et il y a enfin Tulip et Angular. Donc Tulip, c'était pour tester les WebSockets en Python 3.3, s'il y en a qui connaissent un peu Python et qui comprennent les versions. Et Angular, c'était pour faire un truc bateau. Voilà, donc c'est le choix que je vous propose. Et en fait, on n'est pas sûr de pouvoir faire toutes les démos sur les 40 minutes. Donc on va le faire un peu à la popularité. Donc, s'il y en a qui veulent commencer par Django et React, qui lèvent la main. Ça sera pas ça, ok. S'il y en a qui veulent commencer par Node et Brython, qui lèvent la main. Ah, c'est pas Brython qui vous intéresse là-dedans. Ok, non, c'est cool. C'est plutôt populaire. S'il y en a qui sont intéressés par RapidScript. Ça va. Par Tornado et Polymer. Ah, très intéressé là. Ok.
Là aussi, très intéressé. Et Tulip et Angular. Ok, vous en avez marre de voir des exemples Angular. Ouais, moi aussi. Donc le premier, c'était Node et Brython. Donc c'est le plus marrant, donc ça va être cool. Ce qui se passe, c'est voilà. Hop, zut, je l'ai perdu. Est-ce que vous y voyez bien? Ouais, je peux aller encore plus haut. Tac. Donc on va sur Node Brython et là on peut aller voir le README. Donc c'est quelque chose que vous pourrez faire chez vous. Donc il suffit d'installer un Express, de lancer le serveur. Et ensuite, si vous allez dans un navigateur avec l'URL, hop, comme ici. Voilà. Alors là, c'est juste pour vous montrer au début comment est-ce que ça fonctionne. On a des commentaires et on peut mettre les siens. Et ils s'affichent ensuite. Et ainsi de suite, on peut afficher des commentaires. Alors l'exemple est tout bête, hein. Par contre, ce qui est marrant, c'est ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière, c'est donc on a un serveur Node. Alors, il y en a qui connaissent Node? Ouais, quasi tout le monde. Ce qui se passe, c'est donc on a la variable de commentaire qui est en global. Ouais, enfin, dans les exemples, c'est plutôt crade, hein, donc vous fiez pas trop à la qualité du code qui est ni testé ni rien. C'est juste pour essayer de tester ce genre de techno. Donc on a des commentaires en variable globale. Si on tape sur là, on a de quoi faire les statiques. Et ensuite, soit on récupère les commentaires et ça envoie la variable avec les commentaires, soit on poste sur les commentaires, ça ajoute la variable avec arrobase, 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 plus le commentaire qui a été posté, et ça envoie les commentaires. Alors là, vous vous dites, mais il est fou, pourquoi il ne fait pas du JSON? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le Brython, donc Brython, c'est un outil qui permet de coder en Python et de le convertir en JavaScript. Et le parseur JSON était un peu défaillant sur la version actuelle, donc j'ai été obligé comme ça de le splitter à la main. Et si on regarde le code qui lui va produire le JavaScript qui est interprété par le navigateur, on se rend compte que c'est vraiment du Python. Donc vous fiez pas à ces premières lignes qui sont là juste pour les éditeurs. Et ce qui se passe, alors hop, je descends tout en bas. Ce qui se passe, c'est quand on charge le fichier, ça fait un load comment, donc ça charge les commentaires qui sont déjà sur le serveur. Et ensuite, on dit sur un bouton de soumission, au clic, on va appeler la méthode postComment. Alors, ce bouton de soumission, il est dans mon index.html. Donc, il est ici. Ici, la seule chose qu'on a, c'est appeler Brython en script. Ensuite, onload, on lance Brython. Et enfin, on va lui dire que l'on a un type texte Python qui va chercher notre fichier Python. Donc, directement le Python dans le navigateur, qui va être interprété comme du JavaScript. Et donc ici, on a des fonctions Python. Bon, je ne vais pas tout vous détailler parce que sinon on va rester 3/4 d'heure sur le premier exemple. Mais ce qui se passe, c'est que on peut faire des requêtes Ajax, on peut vraiment interagir avec le DOM, et tout en chargeant, ici, vous voyez, on a une syntaxe pour créer des éléments div et pour après les intégrer au HTML de la div des commentaires. Donc c'est quelque chose qui est assez vieux, mais où là, ils viennent de se mettre à jour pour respecter la syntaxe de Python 3, et qui est... Alors, je dirais pas que c'est prometteur, parce que quand même, à développer, il y a quand même des bugs qui sortent de l'espace. Mais c'est assez marrant de voir, surtout pour les développeurs Python, qui peuvent utiliser cette syntaxe-là, et ensuite la générer du JavaScript. Est-ce que vous voulez d'autres détails dessus, si vous avez des questions? Ouais. Donc, est-ce que le JavaScript est évalué au runtime? En fait, si on regarde ce qui se passe dans la console, donc là, quand on rafraîchit, là, ça va pas être assez gros. Si, ça va, vous voyez? Donc, ce qui se passe, il y a Brython.js qui est chargé, bon, la CSS, ensuite, il y a les commentaires, et donc, le fichier de commentaires est interprété vraiment à la volée, et converti en JS pour être chargé dans le navigateur. Ouais.
Alors, mettre du Brython en production, je pense pas que ce soit quelque chose qui est envisageable pour l'instant. Ça reste un petit jouet. Après, peut-être l'auteur dirait le contraire, mais pour l'avoir testé, je me lancerai pas dans une grosse application avec, en tout cas. Et pour le débugger dans la console, il y a du mapping, tu vois le code Python Alors, débug dans la pour console. débugger, en fait, tu vas avoir des consoles.log. Ici, tu peux faire des consoles.log directement dans ton Python. Et tu vas le sortir dans la console. Quand il y a des erreurs, par contre, c'est un peu compliqué. Tu peux pas faire de pas à pas directement dans le client et avoir le pas à pas dans le code Python, quoi. Non, pas trop. Comme avec CoffeeScript ou... Ouais, c'est beaucoup plus compliqué d'interpréter les messages d'erreur. Mais si tu codes en Python, tu fais peu d'erreurs et donc ça. Ok. Tu veux rajouter quelque chose? Ok. On passe à un autre exemple? Ça vous a intéressé ou pas? Ouais? Ok. Le deuxième plus populaire. On passe à RapidScript pour faire l'enchaînement avec Brython. RapidScript, c'est bien allé. Ouais, il y avait... C'était polymère. Ok, vous voulez polymère. On n'enchaîne pas. Ok. Alors, polymère. Ok. Je suis où là? Je fais un peu cet exemple et tu feras la suite. Ouais, vas-y. Ok. Donc on commence par lancer le serveur comme tout à l'heure. Et on va voir ce qui se passe. Donc ici on a un bouton qui nous permet de dessiner quelque chose. On clique dessus. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est un traçage en live de la courbe de CPU de l'ordi via des WebSockets. Donc si je fais plein de trucs, a priori ça devrait monter. Attendez, par contre. Ouais, bon, il se trouve que la courbe sort de l'écran, donc vous ne voyez pas au moment où ça monte. Mais c'était juste pour montrer le fait que l'on puisse avoir des choses dynamiques renvoyées par des WebSockets et qui sont liées à l'OS. Et en front, après, avoir des éléments de type polymère. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont familières avec les Web Components? Très peu. C'est ceux qui font du Angular, c'est ça? Ok. Donc les Web Components, c'est tout d'abord une spec du W3C. L'idée, c'est de créer ses propres éléments réutilisables de HTML qui forment on va dire des box indépendantes, par exemple, et qui sont réutilisables. Donc ça, je vais vous montrer un peu ce qui se passe aux différents niveaux. Donc ici, on a le serveur. Donc le serveur de WebSocket, ça c'est vraiment tout bête. C'est-à-dire qu'il est fait en Python en utilisant Tornado. Et ce qui se passe, c'est qu'il prend, lorsqu'on clique sur Draw, ça envoie un message au serveur ici. Et donc pendant 20 secondes, ça boucle et ça envoie le CPU qui a été consommé pendant cette seconde-là. C'est quelque chose d'assez basique. Ce qui est intéressant par contre, c'est d'aller voir ce qui se passe dans les templates. Donc déjà, ce qui se passe au niveau de l'index HTML, on voit qu'on charge Polymère, on charge Raphaël. Raphaël, c'est la lib qui est faite pour tracer le graphe qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, on a ici la ligne la plus importante quasiment, qui est celle d'import des composants que l'on a définis dans un autre fichier HTML. Et ici, on dit à la page d'afficher une balise qui s'appelle System Widget. Donc ça, le nom, on l'a choisi. On aurait pu prendre n'importe quel nom. Et on lui passe un des paramètres qui s'appelle global. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui va se passer dans les components. Donc, alors je commence par tout en bas, histoire de vous expliquer. Donc ce qu'on vient de charger, c'est System Widget, qui est ici. Donc ici, on a défini un élément qui s'appelle System Widget et qui a un attribut socket URL. Ensuite, pour chaque élément, on va définir d'une part un template, d'autre part un script, une balise script JavaScript qui va être exécutée,
Et en plus, on aurait pu définir aussi une CSS propre à ce composant. Donc tout ce qui est... Je ne sais pas si vous êtes familier avec les paradigmes orientés objets CSS, mais tout ce qui est justement essayer de restreindre les CSS à certains morceaux de pages vont pouvoir s'appliquer aussi au Web Component. Et ce qui se passe dans Polymère, c'est quelque chose, c'est un script qui en fait va compléter le navigateur pour répondre en conformité à la spécification du W3C. C'est-à-dire que idéalement, la spécification sera implémentée par les navigateurs, on aura juste à enlever le JavaScript qui s'appelle ici Polymère pour que ça fonctionne sans aucune autre interaction que celle prévue par la spec. Donc c'est quelque chose qui, normalement, est hyper durable comme code, même si la spec peut bouger d'ici là. Et si elle peut être implémentée de différentes manières sur les navigateurs, etc. Vous êtes au courant. Donc tu leur dis maintenant que tu n'y crois pas du tout en fait à ça ou... Si, j'y crois. Ok. Ouais. Alors ici, je vais peut-être pas tout détailler. Ce qui se passe dans le template, c'est qu'on appelle d'autres balises qui elles-mêmes sont définies au-dessus. Ici, drawline par exemple. Et donc chaque balise a son propre code JS. Et là, je l'avais découpé en deux choses. La première balise qui s'occupait de tout ce qui est WebSocket et la deuxième qui s'occupait de tout ce qui est tracé du graphe. On passe juste rapidement sur pour comprendre l'enchaînement, parce qu'en fait, il y a des balises qui communiquent entre elles, et c'est pour comprendre comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là. C'est vraiment le concept qui est à retenir, à mon avis, de cet exemple. C'est ici, on définit un message en initialisation, et ensuite une méthode lorsque ce message est modifié. Et c'est là où toute la magie se crée un peu. C'est-à-dire que quand le message va être modifié dans une autre balise, ben, ça va appeler cette fonction et donc ça va faire des choses. Et ici, on a la méthode sendAction qui est celle qui est reliée au onClick. Donc là, vous pouvez voir que c'est du on-click, c'est ce qui est standardisé. Et si on clique dessus, ça appelle cette méthode. Et ça vient ici. Et donc ça va envoyer la méthode send de socket. Alors si on va tout en haut, hop. Donc ici, on a notre balise WebSocket. Et au début, on l'initialise. On fait en sorte qu'elle se ferme correctement lorsqu'on quitte la page. Et quand on send, en fait, ça envoie vraiment les messages au serveur. Donc comme ça, vous pouvez faire plein de petites boîtes découplées. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce concept, c'est de pouvoir réutiliser les mêmes boîtes. Et là, Vincent va vous montrer ce super exemple qu'on a de dashboard. Oups, c'est pas celui-là. En fait, on est parti de ce que David vient de vous présenter. On a forqué ce petit exemple. Et on a essayé d'en faire un exemple qui tourne, qui fonctionne. Ouais. C'est une convention. Donc, est-ce que la méthode message_change est une convention ou est-ce qu'on la référence quelque part dans le code? Oui, et donc c'est une convention qui est expliquée dans la doc. Ouais. Au début, quand on ne le sait pas, on se demande d'où ça sort. Donc, ils ont un channel IRC qui est super réactif pour ça. Sinon, il y a vraiment une page principale pour Polymère qui se mange quand même, et dans laquelle ils expliquent vraiment ces éléments-là. Faut la lire 2 fois pour intégrer le truc à peu près. Je l'ai lu 2 fois, j'ai pas tout intégré, mais je pense que pour vous, ça marcherait mieux. Qu'est-ce que tu préfères que je fasse? Que je te tienne le micro ou que je tape sur l'ordi? Allez, je te laisse. Donc là, on a sur l'index. Ouais, c'est bon. En fait, ce qu'on voit là, c'est ce qui est vraiment intéressant et là où je vois une vraie puissance pour les intégrateurs, pour l'union entre les développeurs et les intégrateurs, c'est qu'en fait, on se retrouve avec des balises qui sont vraiment comme les standards HTML. Ici, on a copié-collé 4 balises, qui est la balise process, on la voit à la ligne 14, avec certains paramètres du coup, qui vont en fait générer un schéma. Tu peux nous montrer le schéma? Ouais. Donc là, ce que vous voyez comme code source,
c'est celui-là qui est sur Chrome. Ouais. Ah, je suis désolé. Parce que ce code source-là, en fait, ça génère comme ça toute une série de CPU. Donc c'est vraiment ce qu'on vient de voir. Ça affiche dans le web browser le CPU à peu près en temps réel de chacun des process, dont le CPU global. Encore une fois, donc cette page-là, c'est vraiment que l'index.html qu'on a vu tout à l'heure. Je ne sais pas si tu peux même ouvrir la source. Du coup, on voit que les 4 balises process, elles prennent des paramètres qui nous semblent relativement standards, qui sont assez compréhensibles. On peut piloter la largeur, la hauteur, le nombre d'éléments qu'on va pouvoir afficher en X avec le paramètre size, l'URL à laquelle il va se connecter, mettre un nom d'affichage, dire à quel taux il va se rafraîchir. Et donc ces balises-là, elles vont être super simples pour l'intégrateur. Et en fait, derrière, il y a juste un boulot en tant que développeur qui va être justement de créer cette balise. Ce qui permet que ce soit transparent dans le browser, c'est ce qui s'appelle le Shadow DOM. Donc ça va être une partie un peu invisible, un peu nébuleuse. Quand je dis ça, c'est que pour l'instant, c'est pas encore super parfait pour débugger, mais ça marche quand même pas mal. On a eu la patience de le faire, donc c'est que ça roule. Du coup, alors ouais. Polymer process, donc c'est la balise process en elle-même. Elle se divise en 2 parties, un template HTML avec du H3, une autre balise Ajax et une autre balise graph, donc qui eux-mêmes sont des Shadow DOM qu'on inclut à ce moment-là, et puis un tout petit bout de JavaScript qui va charger tout ça. Donc ce Shadow DOM utilise les 2 autres Shadow DOM, dont peut-être Ajax. Donc Ajax, c'est lui qui va permettre de faire la connexion en Ajax. Il va relayer de la balise process, il va relayer les paramètres à Ajax et il va pinguer en fait le serveur simplement avec l'URL qu'on aura passé, avec un taux de refresh qu'on aura passé aussi. Donc tous ces exemples vous les avez sur le GitHub. Donc ça reste assez simple. Ici, on a utilisé Ajax. Dans l'exemple que David avait présenté tout à l'heure, il utilisait les WebSockets. Du coup, ça veut dire que si on voulait passer d'Ajax à WebSocket ou à Socket.io, il suffirait dans Process de modifier la balise pour mettre au lieu d'une balise Ajax, mettre une balise WebSocket et on ferait un ping en WebSocket. On a aussi la balise graph. On ne va pas regarder en détail, c'est vraiment du Chart.js assez simple. Il récupère les paramètres et il les envoie au serveur. Donc là, on retrouve la question de tout à l'heure, on retrouve les méthodes sizeChanged, latestValueChanged. C'est en fait le nom de la variable. Changed, ça déclenche un événement automagique. Et on descend, voilà, on a fait tout le code, on est content. Si on regarde du côté Python, là le serveur qu'on a utilisé, c'est du Pyramide. On est si vous faites si vous avez fait du Node, si vous faites du Flask, on est là sur vraiment une version minimale. On est sur un serveur sur du single file. On peut évidemment mieux faire ça, splitter pour avoir des routes et des contrôleurs à part. Là, on n'a vraiment rien à faire, donc on a juste une méthode. On a 2 routes en fait principalement. On a la home pour afficher tous les process, tous les graphiques. On a le process all qui est le CPU général. Et on a une 3e route à la ligne 40 qui est la ligne process, qui elle-même va lire la ligne 22, l'exécuter et renvoyer la réponse au format JSON. Et la méthode lit simplement le process qui est en cours. J'ai tout pompé de David. Vous avez des questions là par rapport à Polymer ou par rapport à Pyramide? Ouais.
Bah, en fait, dans Angular 1.2 ou 2, je sais plus, ils vont s'appuyer sur Polymère. Ok. Donc en fait, Angular va devenir une surcouche à Polymère. Donc a priori, si vous commencez à comprendre Polymère, ça vous permettra après d'être meilleur en Angular. Il y a d'autres questions sur Polymère? Sur Pyramide, pas de questions. Il y a Python quand même dans le duo. Ok. Je sais plus lequel était le plus populaire après. C'était pas React, ça c'est clair. RapidScript. Allez. Alors, RapidScript. RapidScript, bah, il y a le fichier index. Il y a surtout celui-là qui est intéressant. Ouais. Parce que l'index, il n'y a rien. Si, Voilà, juste bah. main2. Non, ce qui est intéressant, c'est vraiment le fichier Python. C'est un fichier Python qui est recompilé en JavaScript. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec Brython, mais en moins intrusif. On a du code derrière, on va le regarder. On a du code qui est lisible. Alors c'est effectivement, est-ce que c'est côté serveur? C'est en fait là, contrairement à tout à l'heure, on recompile. C'est précompilé. Donc on compile avec une commande Node et en fait ça nous sort un fichier JS. Du coup voilà, là ce qu'on voit, c'est qu'on a utilisé des classes en Python. On a utilisé de l'héritage. On voulait pousser le vice et tester Des properties. Des properties, merci. Il faut savoir qu'on peut utiliser aussi les méthodes, tu sais, l'arrobase que tu injectes. Les décorateurs, merci. Qu'on peut utiliser aussi en fait des décorateurs. Il va tout nous réinterpréter. Donc là, tout le code avec de l'héritage, basé sur des classes. Tout va être retraduit en JavaScript derrière. Ça se trouve dans le fichier main2.js. Et on voit que c'est pas si dégueulasse par rapport. Tout le monde connaît CoffeeScript. Qu'est-ce qui connaît pas CoffeeScript? 1, 2, 3, 4. 4 plus les timides, ça fait 6. CoffeeScript, on va pas vous le présenter, mais c'est une sorte d'abstraction de langage, un peu comme du Python, qui recompile du JavaScript. C'est un truc qui fait un carton. Et en fait, là, on est vraiment pour des gens qui connaissent qui savent développer du Python. On est vraiment sur du langage Python, un peu amélioré parce qu'ils ont implémenté des fonctionnalités qui n'existent pas dans Python et qui permettent d'avoir une recompilation un peu plus propre, notamment pour avoir un système de callback en Python. Je ne l'ai pas utilisé parce que c'était pas très sexy, mais. Ouais, je m'arrête sur ce qu'ils font avec les underscores rapides. Là. Je pense que ça vous fait. Ouais, c'est la partie nébuleuse un peu celle-là. Ça vous fait peut-être sautiller un peu, mais au-delà de ça, le code est super propre quand même. Ça, c'est les compréhensions listes en fait qui ont été traduites parce qu'il les interprète aussi, ce qui est assez fort quand même. Ouais, après voilà, les spécificités de Python vont être traduites de manière un peu bizarre en JavaScript. Mais sinon, il faut bien voir qu'on est parti d'un code complètement objet en Python et qu'il a converti en JavaScript sans faire quelque chose d'illisible. Ce qui est une sacrée performance quand même. Alors ça, par contre, ouais, vis-à-vis de... Est-ce qu'on partirait en prod sur quelque chose comme ça? Peut-être pas en prod, mais faire un exemple un peu plus poussé. Comparé à Brython, je pense que ça a plus d'intérêt RapidScript. On va peut-être juste voir le résultat du code. Qu'est-ce qu'il a mis, Émeric?
On peut juste voir le résultat en index. Ouais. On va faire honneur à son graphisme quand même. Il y avait une question? Est-ce que vous avez regardé Pyjama ou bien ça n'existe plus? Est-ce qu'on a regardé Pyjama? En fait, RapidScript, il existe depuis début juin cette année. Et il est là pour remplacer Pyjama parce que Pyjama est un peu à l'abandon. Il y a plein de défauts qui veulent substituer. Donc en fait, le gars, il utilisait vraiment Pyjama. Il a voulu le remplacer. Donc Pyjama, c'était une ancienne lib qui permettait aussi de faire du Python et de le traduire en JavaScript. Mais ce que Pyjama avait de bien, c'est que c'était une sorte de clone en Python de GWT. Et donc, on avait le code spécifique aux navigateurs, aux différents navigateurs qui étaient automatiquement générés. Donc Pyjama auto-générait le code de manière cross-browser. Il y avait des bibliothèques propres à chaque. En fait, il y avait des tests au début en disant si je suis sur tel navigateur, je charge telle bibliothèque JavaScript et ainsi de suite. Donc, le runtime était spécifique navigateur. Alors ici dans le cas de RapidScript, il est cross-browser. On peut lui faire passer un paramètre screw-8 pour virer des trucs qui sont devenus inutiles. Il y a aussi tout un ensemble de libs qui sont embarqués, dont standard lib et dont basic, je crois, qui sont en fait on fait un import stdlib et il nous embarque en fait toutes ces fonctionnalités. Il propose aussi tous des widgets vraiment pour compléter Pyjama, pour faire du GWT version light. Et du coup, voilà, c'est simplement, ça nous dessine simplement ça en char.js. D'autres questions par rapport à Polymer, Pyramide? RapidScript. Pardon, RapidScript. Non? Ok. Il nous reste le temps d'un exemple, je pense. Vous voulez faire quoi? Alors, je vous rappelle les choix restants. Il reste Django React ou Tulip Angular. Tulip? Ok. Sans Tout le monde regret. veut Tulip. Allez. C'est pour le nom ou... Okay. Je crois que c'est pour Angular. Hein. C'est pour Angular? Ouais. Je suis déçu. Je suis déçu parce qu'en fait, la partie Angular, elle est bof. En fait, là, on a fait tout ce qui était Angular. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Angular quand même, on définit une ng-app ici dans notre balise HTML. Et ici, notre contrôleur, directement dans le HTML. Je vais quand même vous montrer l'application avant de la commenter, histoire que vous sachiez ce qui se passe. Tulip. Alors, ce qui se passe, c'est je vais envoyer un message à un serveur et il va me répondre via WebSocket la même chose. Vous pouvez difficilement faire moins. Ouais, c'est juste pour expliquer les concepts et ce qui se passe. Donc, au début, je voulais faire un exemple de chat avec des rooms et tout, mais ça commence à être complexe. Donc, c'est un chat où je suis le seul connecté et je suis le seul à recevoir les messages, on va dire. Donc on a notre contrôleur, il boucle sur les messages pour les afficher. Et ici on a notre input qui, lorsqu'on soumet le formulaire, on voit la méthode sendMessage. Donc là, hop, on remonte dans notre chat contrôleur. Il s'est connecté au WebSocket, donc tout à l'heure on verra le serveur de WebSocket. Et donc il initialise les messages avec une liste. Et quand on fait un sendMessage, en fait, il prend dans le scope. Alors, le scope, c'est la variable qui est passée là, et en fait, c'est une variable un peu globale.
Non, pas global, vas-y, dis-nous. Ouais, je connais pas bien Angular, hein, donc si tu dis des bêtises, n'hésitez pas. Donc il prend le message texte qui est ici, donc qui correspond à notre input, et il l'envoie via des WebSockets, et ensuite il vide le champ. Et ensuite, notre connexion WebSocket qui a été initialisée ici, quand elle reçoit un message, hop, elle le met dans la variable message. Et ensuite, on est un peu obligé d'appeler apply en cas de WebSocket parce qu'il ne le fait pas tout seul, contrairement à ce qu'il fait sur de l'Ajax. Donc, et ça lui permet de reprendre en compte que messages a été modifié et donc de repasser dans la boucle ici pour afficher le message. Mais ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est pas vraiment la partie Angular, mais plus ce qui se passe au niveau serveur. Donc, au niveau serveur, là, on a un Flask qui tourne donc avec Python 3.3, ce qui est plutôt récent puisqu'il a sorti la semaine dernière. Et bon, là, qui sert juste l'index parce qu'au début, je pensais que je pouvais servir les WebSockets avec, mais j'ai pas réussi. Et on a à côté un serveur de WebSockets. Alors, c'est là où c'est intéressant. C'est que là, ça va utiliser à la fois Python 3.3. Pour ceux qui connaissent pas trop Python, en fait, il y a une version majeure qui a été sortie, qui est la version Python 3. Et il y a encore beaucoup de monde qui fait du Python 2 parce qu'elles sont incompatibles entre elles, même s'il y a des livres qui permettent de faire une compatibilité. Combien il y a de personnes qui utilisent Python 2 dans la salle? Ok, combien il y a de personnes qui utilisent Python 3? Ah, quand même. Ok, je pensais moins. Et donc là, ça utilise deux choses. La première, c'est Tulip. Tulip, c'est l'implémentation bas niveau des WebSockets qui a été faite par le créateur de Python. Et ensuite, il y a la lib WebSocket qui a été faite par Aymeric Augustin et qui permet d'avoir une surcouche à Tulip pour gérer de façon beaucoup plus simple les WebSockets, justement. Donc ici, la seule chose qu'on voit, c'est que lorsqu'on reçoit un message, et ben en fait, on prend notre connexion WebSocket et on lui envoie le même message préfixé par WS supérieur. Ici, on voit que l'éditeur de code, il me dit qu'il y a une erreur. En fait, c'est une syntaxe qui est spécifique vraiment à Python 3.3. Donc c'est pour ça qu'il génère comme une erreur. Est-ce que vous voulez d'autres détails là-dessus? Ça vous semble clair à tous, ce qui se passe? On a des questions alors. Hein. Alors, si on reprend l'exemple, en fait, ce qui se passe, c'est donc ça va ajouter juste ça devant le message. Alors, ici, sur le new WebSocket, ça initialise la connexion vers le serveur. Donc, il y a le socket qui est ouvert. Et ensuite, ce socket, onMessage, c'est-à-dire que lorsqu'il reçoit un message, il va mettre à jour la variable message. Alors, le WebSocket, il y a à trois endroits. Ici, il est défini. Ici, il envoie des données. Et ici, il les reçoit. Ici, sur New WebSocket, ça crée la connexion. WebSocket, c'est quelque chose de standard dans le navigateur, donc il vient du navigateur. Enfin, si c'est juste pour comprendre l'élément. Ça va? Ok. Ok. Ouais. Bonne question. C'est vraiment la question à se poser à ce moment-là. Et honnêtement, je ne sais pas ce que je ferai. Il y a des chances que je teste Python 3.3, mais après ça dépend. Enfin, il faut voir qui prend le risque à ce moment-là.
toute façon, tu vas nous consulter avant, on va décider ça ensemble. Chut. C'est ça la scope. Ouais. Ok, d'autres questions sur cet exemple-là? Parce qu'a priori, on n'aura pas le temps de faire le dernier. Ouais. D'autres questions sur d'autres exemples? Questions sur Python, sur JavaScript? Question générale? Sur la bouffe? Attends, il faut que je passe quand même le dernier slide. Ouais, parce bah que ouais, sinon, c'est- honneur. Qui est Robin et qui est Batman? C'est pas trop. On n'a pas pris de cap, donc on peut pas nous reconnaître. Donc voilà, il y a toujours, vous récupérez les exemples hein, sur GitHub, forquer, péter les trucs. Ouais. Bah, je vais aller vérifier si vous n'avez pas soumis des pull requests. Tiens. Sur les 4 ordi là. Ok. Pas d'issues non plus, donc Ah, c'est que ça va bien. c'est que ça va bien. Voilà, bah, nous on s'est amusé depuis 2 semaines avec. N'hésitez pas à jouer avec, à nous envoyer des mails pour poser des questions ou à proposer des améliorations dans le code qui n'est pas terrible. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que... Alors j'ai juste envie de me faire la phrase rituelle. Si vous avez des questions, on sera à côté. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Apparemment c'est assez courant ici, donc c'est cool. J'ai un train à prendre. Non, pas lui. Bon, allez voir Stéphane ou Emeric. Merci.